Bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis ravi de partager certains de ces travaux que je fais à Lyon avec vous. Alors l'objet de mes recherches, ça porte sur des pratiques contemplatives qui sont maintenant adaptées dans le soin pour notamment la douleur chronique ou et les troubles de l'humeur. Alors aujourd'hui, je vais commencer par rappeler quelques grandes stratégies cognitives pour gérer la souffrance. Et je vais, au cours de mon exposé, essayer de vous présenter deux stratégies qui sont étudiées pour la souffrance. La première, c'est des techniques dites de pleine conscience, qui sont des formes de régulation de l'attention, qui sont basées sur la prise de conscience. Et de contraster ces techniques dans le cas de la douleur chronique, en particulier avec les risques de ce qui était appelé le catastrophisme. Et ensuite, le reste de mon propos, je parlerai d'une autre forme de technique de méditation qui cultive plutôt la bienveillance et la compassion, et pour expliquer comment ça peut aussi avoir un impact pour la question du burn-out, notamment dans le monde médical, chez les soignants. Et je présenterai quelques études d'imagerie qui ont essayé d'étudier la plasticité de ces pratiques. Alors ce champ de recherche, il est assez nouveau, donc il y a encore c'est à peu près une vingtaine d'années qu'il y a un intérêt clinique, puis maintenant en recherche fondamentale pour comprendre les bases neuronales de la méditation. Et dans le cadre de la question de la souffrance, on peut, il est bon peut-être de faire séparer différentes stratégies pour gérer la souffrance. Ce matin, on a parlé d'une stratégie importante qui est cette notion d'évitement. Donc, c'est quand une manière la plus simple de gérer la souffrance, c'est l'évitement. C'est-à-dire simplement quand quelque chose est chaud, par exemple, vous allez bouger la main, vous allez éviter. Mais comme on a vu, c'est un évitement qui peut être aussi mental. Comme Émilie Ollier a parlé ce matin, dans le cadre du suicide, par exemple, une hypothèse, c'est que lorsque la souffrance est devenue tellement aiguë qu'on va en arriver au point à vouloir se libérer de cette souffrance par le suicide. Donc, encore une fois, on peut comprendre le suicide comme peut-être une expression la plus aboutie, la plus forte de cette stratégie d'évitement de l'expérience. D'un point de vue cognitif, ça a été bien étudié maintenant que l'attention peut contrôler et réguler la douleur, notamment par des mécanismes de contrôle au niveau du thalamus des voies d'entrée en fait de la sensation. C'est par exemple quand vous allez chez le dentiste et qu'on vous distrait en voyant quand on distrait les enfants chez le dentiste avec un dessin animé, ça utilise cette voie de l'évitement. Après, il y a d'autres stratégies plus complexes qui utilisent d'autres capacités cognitives. Et là, c'est un peu personnel. Je choisis de mettre dans cette catégorie l'hypnose, le placebo et une autre technique que je vais élaborer après, comme la méditation sur la compassion et la bienveillance. Alors, je choisis de regrouper ici toutes ces différentes techniques parce que, à mon sens, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles vont essayer de transformer le contenu de l'expérience de la douleur. Dans l'hypnose, vous allez, par exemple, grâce à la suggestion, vous allez essayer d'évoquer des souvenirs, un autre contexte pour transformer le côté désagréable de la douleur. Le placebo, vous allez croire que par exemple, que quelque chose qui est désagréable, en fait, ne l'est pas. Vous allez changer l'interprétation de l'expérience. Comme je vais en parler à la fin, dans la méditation sur la compassion, ce que vous allez changer, c'est que vous allez changer le sens, vous allez donner un sens nouveau à votre souffrance. Vous allez arriver à lui donner un sens beaucoup plus, un engagement dans votre propre souffrance. Une dimension sociale à la souffrance. Et donc par rapport à cette deuxième type de stratégie, je propose d'en distinguer une troisième, mais ça c'est une hypothèse de travail, qui serait une stratégie dite plutôt de pleine conscience. Alors là, je pense qu'à mon sens, c'est possible que c'est une autre stratégie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement une stratégie d'évitement, donc de fuite, vous évitez quelque chose, ou bien c'est plutôt une approche où vous essayez de transformer l'expérience. Ici, vous allez quelque part suspendre
la réponse comportementale à une situation douloureuse et simplement l'observer. Et une des hypothèses que l'on a, c'est qu'en faisant cette observation sans jugement, vous allez quelque part développer une plus grande capacité à choisir de manière plus flexible la réponse, à de moins être pris dans des habitudes réactives et à une situation douloureuse. Alors plus précisément, j'ai une petite image pour vous expliquer ce que n'est pas la méditation. Souvent, quand on parle de méditation pleine conscience, les gens imaginent que c'est un petit peu comme ces tortues. Méditer, ça veut dire rentrer dans son cocon. C'est-à-dire éviter finalement l'expérience. En fait, c'est exactement l'opposé, donc c'est un point important. Il s'agit de plutôt s'ouvrir aux choses telles qu'elles sont. C'est comme ça qu'a été thématisé un programme qui est maintenant utilisé dans plus de 300 hôpitaux aux États-Unis. C'est le programme dit de Mindfulness-Based Stress Reduction, introduit par Jon Kabat-Zinn. Il a fait le constat que la méditation pouvait avoir un effet sur la douleur, et donc il a mis au point ce programme de 8 semaines. Et l'objectif de ce programme est justement de s'ouvrir pleinement à l'expérience telle qu'elle, sans chercher à la transformer, sans chercher à la contrôler, sans être pris dans des automatismes interprétatifs, aussi bien cognitifs ou affectifs. C'est vraiment être présent sans jugement avec l'expérience telle qu'elle. Et ce programme a été ensuite utilisé dans plusieurs conditions cliniques, notamment les troubles de douleur chronique, comme c'est une étude de Paul Grossman il y a quelques années qui a montré que chez les patients qui souffraient de fibromyalgie, il y avait une amélioration de la qualité de vie après ces programmes de pleine conscience. Et dans la littérature, il y a maintenant plusieurs études qui vont dans ce sens-là. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de toutes les applications cliniques de cette thérapie de pleine conscience, mais simplement pour vous informer que c'est utilisé dans les troubles de l'humeur, en particulier la rechute de la dépression, l'anxiété, les troubles de l'attention, et aussi des troubles en lien avec la douleur. Et même si c'est un jeune champ de recherche, c'est devenu le nombre de publications dans ce domaine est en pleine expansion depuis une quinzaine d'années. Alors, plus précisément, comment est-ce qu'on peut comprendre ou conceptualiser comment fonctionnerait ce type de pratique ? Donc, plusieurs auteurs ont proposé que le premier mécanisme central de ces thérapies, c'est d'abord une prise de conscience, une observation de l'expérience telle qu'elle. Donc c'est cultivation d'une sorte d'acceptation, de monitoring, de présence non réactive, pour simplement observer les composantes sensorielles, la composante affective et aussi les pensées qui sont associées à la douleur et à la souffrance. Donc il s'agit simplement de prendre conscience de toutes les différentes composantes de l'expérience de souffrance. Et le deuxième mécanisme possible, oui, et souvent un des points d'entrée pour arriver à faire ça, c'est de se centrer sur ce qu'on peut appeler le moment présent, c'est-à-dire le ressenti surtout somatique de la souffrance. Donc vraiment se connecter avec le ressenti presque viscéral de l'expérience de la douleur, pour vraiment s'ancrer dans tous les aspects de l'expérience de douleur, aussi bien la composante somatique que la composante affective, que les idées qui sont associées à cela. Et à partir de cet espace d'observation, à mon sens, il y a un autre mécanisme important qu'on peut appeler, désolé pour l'anglais, hein, c'est la seule diapo, je pense, en anglais, qu'on peut apprendre, c'est vous changer l'interprétation que vous avez des événements. C'est-à-dire, au lieu de simplement observer une douleur qui vous fait mal, vous allez l'interpréter comme simplement un événement mental, c'est-à-dire c'est simplement quelque chose qui est une expérience, donc c'est quelque chose de mental, et en tant que tel, même si elle se manifeste comme étant quelque chose
vraiment solide, immuable, etc. Vous allez simplement l'observer et se rendre compte en fait que même si elle apparaît comme étant permanente, immuable, l'expérience de la douleur est quelque chose de beaucoup plus dynamique et changeante. Et donc vous allez arriver à développer une capacité dite de diffusion cognitive où vous n'allez plus prendre les choses comme étant aussi solides qu'elles apparaissent. Et donc ça permet de diminuer l'emprise de l'expérience de souffrance, de douleur sur le mental. Donc ce sont un peu les deux mécanismes qui, à mon sens, sont importants. Donc c'est la prise de conscience et l'observation sans jugement et cette mise à distance cognitive, ou qu'on appelle parfois la diffusion cognitive ou la déréification, qui permet d'interpréter le mental différemment. Et donc, en se faisant cela, l'idée n'est pas de changer le contenu, comme l'hypnose ou le placebo, de changer le contenu de l'expérience, mais de changer sa relation que l'on a à la douleur. Et ça, c'est censé changer la réactivité émotionnelle et de diminuer, de faire les réponses automatiques que l'on a à la douleur. Alors, je vais brièvement présenter quelques études d'imagerie, mais le résultat le plus clair, en fait, c'est qu'on observe dans plusieurs études une dissociation entre ce qu'on peut appeler la composante de douleur, c'est l'intensité de la douleur, du ressenti de la douleur. Plusieurs études ont utilisé à peu près le même paradigme où vous stimulez une douleur à l'aide d'une thermode, en faisant passer la température de l'eau chaude sur le poignet, en comparant l'eau tiède, vous pouvez induire une réaction douloureuse. Et typiquement, dans ces paradigmes, vous allez pouvoir ensuite demander le ressenti de la personne, c'est-à-dire l'intensité de la sensation douloureuse, et aussi également la souffrance évoquée par cette sensation douloureuse. Et ce qui est le résultat le plus fort, c'est qu'on trouve que chez les gens qui soient des experts en méditation ou des gens qui ont appris à méditer, qu'il y a une sorte de dissociation entre l'intensité de la douleur, qui est perçue comme étant aussi forte dans les deux cas, et alors qu'elle perd de son côté désagréable chez les experts en méditation par rapport à des novices. Si vous voulez conceptualiser ça, on peut dire que la première flèche de la douleur, c'est-à-dire la sensation nociceptive est présente et n'est pas altérée, mais c'est plutôt, on parlait de la deuxième flèche de la douleur, c'est-à-dire l'interprétation de la douleur, l'exagération possible de la douleur, on parle parfois de catastrophisme, c'est-à-dire le fait que vous interprétez toujours les choses comme étant négatives. Toute cette élaboration affective et cognitive, il semble que c'est à ce niveau-là que peut agir ces techniques de pleine conscience. Alors, il n'y a pas encore un consensus sur les mécanismes physiologiques de ces techniques. Donc, je vais juste vous présenter une étude et en parler d'une autre. Je pense que ce qui est le plus commun dans ces études, c'est qu'on trouve une activation plus forte d'un réseau qui s'appelle le réseau de la science, qui renvoie notamment l'insula antérieure et le cortex singulaire, qui renvoie en fait à l'intensité, au ressenti de la douleur, la dimension presque affective, et ce que là on a observé par exemple chez des experts par rapport à des novices, c'est que avant la douleur, donc dans les 40 secondes qui précèdent la douleur, on voit une augmentation graduelle chez les novices, mais pas chez en bleu et pas chez les experts en rouge, de régions du système limbique qui sont impliquées dans l'expérience de la douleur. Donc c'est comme s'il y a une anticipation de l'expérience de douleur qu'on voit chez les novices et pas chez les experts. Et par contre, dans ces régions-là, au moment de la douleur, au moment de la stimulation, eh bien là, c'est le schéma opposé. C'est comme s'il y a une baisse de certaines régions de l'insula antérieure et du cortex singulaire moyen ici, qui c'est plus saillant chez les experts en méditation que chez les novices. Et ça, dans plusieurs études, ils ont montré que ce même effet de saillance
au moment de la douleur, alors c'est comme si, en fait, au moment de la douleur, c'est plus saillant, mais il n'y a pas d'effet d'anticipation avant cela. Une autre étude a étudié à ce moment-là la fonctionnalité, la connectivité entre l'insula, donc une structure impliquée dans l'expérience vraiment de la sensation de douleur, et des régions plus frontales qui sont impliquées dans l'interprétation de la douleur, et ont montré un découplage entre les deux, suggérant que peut-être un des mécanismes de ces techniques, c'est qu'il y a une ouverture sur l'expérience sensorielle et affective de la douleur, mais il y a un découplage avec certains réseaux interprétatifs. Donc c'est un des modèles qui est en cours en ce moment, même si, comme on disait avec lui, c'est un jeune champ de recherche, et il y a toutes les études d'imagerie ne convergent pas vers ce schéma-là. Alors, donc ça, je vais juste vous expliquer un petit peu les mécanismes de ces techniques de méditation. Et dans le monde du soin, il y a maintenant plusieurs programmes qu'on essaie d'utiliser dans le monde du soin chez les médecins. Ils ont essayé de les former à des techniques de pleine conscience pour les aider à gérer le stress qu'ils ont dans le monde quand ils sont face à leurs patients. Et ils ont pu montrer que un programme qui combine cette pratique de pleine conscience avec des pratiques de compassion aboutissait à une diminution du sentiment de burn-out et aussi augmenter le bien-être psychologique. Donc ça suggère pourquoi il y a maintenant un intérêt, notamment aux États-Unis, pour utiliser aussi ces techniques chez les médecins et les infirmiers pour les protéger, entre guillemets, contre les troubles du stress. Ça, c'est dans ce sens-là qu'à Lyon, par exemple, il y a la mise en place d'un DU de méditation et de neurosciences, comme dans plusieurs endroits en France, et on a commencé depuis quelques mois un programme de méditation pour les infirmiers et les médecins. Et dans la fondation ID, maintenant, on va essayer de mettre au point une salle dédiée à ces techniques-là, qui est en cours de développement. Alors, maintenant, pour le reste de mon propos, donc là, je vais présenter une forme de régulation par la méditation qui est dite de pleine conscience. Et dans le reste de mon exposé, rapidement, je vais vous présenter une autre forme de technique de méditation qui est plus liée à ce qu'on appelle la bienveillance et la compassion, qui est une technique qui est traditionnellement utilisée de manière complémentaire avec la pleine conscience. Et elle est particulièrement importante, je pense, pour tous les enjeux du burn-out. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi il y a une connexion importante entre l'empathie et le burn-out. Comme vous le savez, dans le monde médical, donc ici, le burn-out, ça peut être compris comme un épuisement émotionnel. C'est-à-dire que les personnels de soignants sont exposés quotidiennement à la souffrance de leurs patients, et ils ne peuvent pas empêcher de raisonner avec elle, et graduellement, cette souffrance est tellement partagée que la personne peut avoir un sentiment d'impuissance et d'inefficacité, voire d'inutilité par rapport à la souffrance des patients. Et entre autres, ça va l'amener, par exemple, à se protéger contre cette surcharge de douleur en déshumanisant les patients. Alors, non seulement le burn-out va avoir un effet sur la qualité du soin, parce que le patient va se sentir moins bien traité, mais en plus, il y a un effet très délétère sur la santé même des soignants. Donc ça, c'était une étude aux États-Unis qui a montré qu'un médecin sur 3 était en situation de burn-out, qu'il y avait chez les médecins une augmentation d'abus de stupéfiants, de suicides, comme on en a parlé ce matin, augmentation d'erreurs médicales. Un article du Monde ce matin a montré que apparemment 66% des jeunes médecins en France souffriraient des troubles d'anxiété et plus de 28% d'entre eux souffriraient de troubles de dépression, alors que la moyenne nationale est 10%. Donc je pense que c'est vraiment une question importante de santé publique. Et
Alors, pour expliquer, j'essaie de vous expliquer un petit peu pourquoi, lorsqu'on étudie le cerveau social, cette situation de burn-out, on peut la comprendre assez facilement. Alors, avant de vous montrer les mécanismes de l'empathie, je voudrais juste vous clarifier 2-3 concepts. Donc ici, quand je vais parler de compassion, je vais parler de cette notion par compassion, j'entends le ressenti, le désir d'aider des personnes souffrantes. Donc c'est la sympathie, l'aspiration à aider les personnes que l'on voit en train de souffrir. Et donc c'est une aspiration à aider les autres. Et cette compassion est différente de la simplement... c'est différent de la prise de perspective où on comprend avec les croyances de l'autre. Dans la compassion, ce qui est différent, c'est qu'on ressent la souffrance de l'autre viscéralement, et en plus, on a non seulement on le ressent, mais on a ce désir d'aider l'autre personne. Alors certains chercheurs ont ainsi conceptualisé une cascade de processus sociaux qui peut partir de le processus le plus simple, qui est la contagion émotionnelle, qui est celle où les petits bébés, s'il y en a un qui pleure, ils vont naturellement tous commencer à pleurer, mais sans vraiment savoir qu'ils pleurent parce qu'ils sont simplement en train de raisonner. Après, il y a une forme plus complexe qui est l'empathie, où je vais vous voir, je peux ressentir la douleur de voir ses doigts pris dans la portière, hein, ici. Je peux ressentir physiquement avec mes doigts la douleur de la personne qui a les doigts écrasés, mais en même temps, je sais que ce n'est pas mes doigts qui sont dans la portière. Ça, c'est la distinction entre l'empathie et la contagion émotionnelle. Et là, donc, l'idée, c'est qu'il existerait deux voies, deux manières d'intégrer ensuite cette capacité empathique qui est automatique, hein, soit vous allez avoir, lorsque vous ressentez la souffrance de l'autre, on peut parler de détresse empathique, c'est-à-dire que c'est une émotion qui va vous être vécue comme étant votre douleur, et donc c'est quelque chose de désagréable, ou vous allez être capable de thématiser donc vous ressentez comme l'autre, vous ressentez la même douleur que la personne qui a dans les doigts écrasés, ou vous allez sentir avec, c'est-à-dire ressentir une aspiration à aider la personne qui est en train de souffrir. Donc c'est un peu, il semblerait qu'il y a deux stratégies de réponse à la résonance empathique avec la souffrance des autres. Et c'est à ce niveau-là qu'on pourrait peut-être spéculer que se va faire la distinction entre une réponse adaptée, par exemple dans le monde médical, à la souffrance du patient, avec une réponse qui va être mal vécue et qui peut aboutir au burn-out et à la distanciation entre le patient et le docteur. Alors, pourquoi est-ce que lorsqu'on ressent de l'empathie, eh bien, c'est tellement fort que ça va créer des situations de burn-out. Depuis une dizaine d'années, maintenant, il y a de très nombreuses études qui ont pu montrer que lorsque l'on ressent de l'empathie, eh bien, ça va activer certaines régions qui sont impliquées dans l'expérience de la douleur. C'est les mêmes régions certaines régions vont être activées aussi bien lorsqu'on perçoit la douleur chez quelqu'un ou lorsqu'on reçoit cette même douleur. Donc cette étude-là, par exemple, il y avait une personne qui recevait soit une stimulation nociceptive sur le poignet, soit il voyait son partenaire recevoir la même stimulus. Et en vert, vous voyez la région qui sont impliquées dans la perception de la douleur chez la personne. Donc c'est les régions, notamment l'insula postérieure qui est actif ici, l'insula antérieure ici. Alors et lorsque la personne voit son partenaire recevoir le même stimulus, il n'y a pas de stimulation dans les parties postérieures du cerveau, donc dans la partie sensorielle. Par contre, les composantes plus antérieures, plus affectives, sont aussi activées et il y a un recouvrement entre ces régions. Ce que ça suggère, c'est que lorsque vous raisonnez avec la souffrance des autres, littéralement, il y a les mêmes réseaux qui sont impliqués dans la composante affective. Et ça expliquerait pourquoi si certains médecins peuvent se sentir submergés de voir toute la journée des patients en train de souffrir.
Alors ça, dans un modèle ici que je vous présente, c'est les travaux qui ont été faits en Allemagne par Tania Singer et Olga Klimetsky, où ils ont fait un revue de la littérature, ont montré que lorsque les stratégies qui sont plutôt basées sur la compassion et souvent associées à des émotions plutôt positives, à un sentiment de connexion sociale, alors que, et ça va encourager d'une part des comportements prosociaux et aussi va faire baisser des comportements plutôt agressifs. Alors que lorsque vous êtes dans une interprétation plutôt de type de souffrance empathique, eh bien, ça va être perçu comme étant une expérience négative, c'est aussi perçu comme avec une perte de connexion sociale. Et ça va encourager une augmentation des réponses plutôt agressives à la situation de la souffrance de l'autre, et aussi ça va diminuer les comportements prosociaux. Alors ces chercheurs se sont demandé si cette capacité qu'on a d'empathie, comme elle est assez universelle, et comme il semble qu'il y a deux stratégies pour utiliser cette réponse empathique, ils sont intéressés à la plasticité de ces processus. Et il y a maintenant leur étude et un certain nombre d'études qui ont montré que lorsque vous cultivez par différentes techniques, notamment les techniques de méditation sur la compassion et la bienveillance, lorsque les gens sont engagés dans des pratiques comme ça pendant plusieurs semaines, eh bien, il y a des changements on peut noter au niveau de leurs comportements prosociaux. Alors, je vais vous présenter simplement que cette étude, qui a été publiée il y a 3 ans, où ils ont entraîné pendant 8 semaines soit un programme de pleine conscience que j'ai présenté avant, soit un programme de méditation sur la bienveillance et la compassion. Et au bout de 8 semaines, ils ont fait venir les participants au laboratoire. Et là, ils ont fait attendre dans une salle d'attente où, à leur insu, on leur a fait s'asseoir en face de 2 expérimentateurs. Et il y avait en face d'eux, il y avait une seule chaise libre. Donc les gens se sont assis sur cette chaise. Et à ce moment-là, donc ils étaient 3 dans la pièce. Et à ce moment-là, il est arrivé dans la salle une personne avec des béquilles qui était clairement parce qu'il avait besoin d'être assis. Et ils ont mesuré quelle était la fréquence à laquelle les gens se levaient pour céder leur siège. Sachant que le fait qu'il y ait 2 personnes qui participaient à l'étude dans la pièce ne se levaient pas, cela indiquait qu'il n'y avait pas de normes sociales pour se lever. Donc ça suggérait que les gens ne se sentaient pas obligés de se lever parce que ce n'est pas la norme sociale. Et ils ont pu observer qu'il y avait une augmentation de la fréquence avec laquelle les gens se levaient pour aider après ces interventions soit de pleine conscience ou de compassion. C'était plus fréquent que dans le groupe contrôle. Donc ça montrait qu'il y avait une plasticité dans ces comportements altruistes. Et c'était intéressant de montrer que c'était aussi fréquent, aussi bien dans la pratique de la compassion que la pratique de la pleine conscience. Ça, c'est juste un exemple pour montrer que maintenant, il y a quelques études qui montrent que ces capacités sont plastiques. Ça, c'est une autre étude dont je n'ai pas le temps de la présenter, qui utilise un jeu vidéo. Et une autre étude a montré que ce n'est pas seulement un effet sur les comportements prosociaux, mais également sur la santé, notamment sur la manière dont vous allez être stressé. Alors, donc ça, c'est une étude qui a été faite à Emory, où ils ont fait un entraînement à cette forme de compassion pendant 8 semaines, et ont comparé ça avec un programme d'éducation. Et ils ont ensuite fait un stress social qui s'appelle le stress de Trier, où la personne doit faire un discours en public devant un panel de jurys qui sont un peu sévères avec lui. Et ça, c'est une tâche classique pour induire du stress. Et ils ont pu montrer qu'il y avait que plus les gens méditaient pendant le programme, plus il y avait un effet de régulation sur certaines des cytokines qui étaient impliquées dans l'inflammation. Ce qui va dans le sens de dire que ces types d'entraînement mental pourrait aussi avoir un effet de régulation sur le stress,
et sur l'inflammation. Donc ça passe pas seulement en effet sur les comportements prosociaux, mais aussi sur la santé physique. Donc là, j'ai essayé de vous montrer que, donc d'une part, des exemples de comment ces capacités d'empathie pouvaient prendre deux voies, qu'on pouvait, maintenant, il y a des études qui ont montré un effet d'entraînement de ces capacités, que j'ai aussi montré que ces capacités peuvent avoir un effet sur la santé. Et maintenant, pour terminer, je vous montre juste une étude qui est une des seules études qui existent, où ils sont entraînés pendant plusieurs semaines à soit entraîner les gens à développer cette capacité de détresse empathique, ou à développer en contraire un programme une réponse plutôt de compassion. Et ils ont pu identifier, donc ça c'est le résumé un peu de leur étude, que les gens qui étaient entraînés à cette détresse empathique, qui exagéraient en fait leur ressenti, après ces quelques semaines d'entraînement, montraient une plus grande réponse de cette voie plutôt une plus grande réponse de la science ici, alors que les gens qui étaient plutôt entraînés à la compassion, à la bienveillance, voyaient une augmentation donc aussi de ce réseau de la science, mais moins fort, mais qui s'était couplé à d'autres réseaux qui sont impliqués dans l'affiliation, dans la récompense, et notamment aussi dans la régulation des affects, comme le cortex orbitofrontal médian et le striatum. Donc ce qu'il propose, c'est qu'il y a, en résumé, il semblerait qu'il y aurait ces deux voies que le cerveau social peut interpréter la douleur des autres, peut le ressentir grâce à des circuits de l'empathie, et qu'en fonction ensuite de la manière dont vous allez réagir, vous allez soit interagir avec un mode plutôt de prosocial d'engagement ou plutôt de retrait et de détresse affective. Voilà. Et pour terminer, pour rendre les choses un peu plus complexes, je veux juste noter que nous, on avait aussi travaillé à Madison avec des experts en méditation, et c'est un design un peu différent. C'est une étude transversale, donc c'est pas. Mais ce qui était intéressant, c'est que nous, on a montré que chez les experts en méditation, lorsqu'ils écoutaient des sons, des audios qui exprimaient des sons de détresse, des vocalisations exprimant la détresse, et comparés à des sons neutres, et lorsqu'ils faisaient ça dans un état neutre ou un état de compassion, on trouvait que dans les audios négatifs, il y avait une augmentation en fait de la réponse plutôt de l'insula, ce qui est, si vous avez bien compris dans le dernier diapo, est un peu paradoxal, parce que ça semblerait en fait ils auraient à ce moment, de ce point de vue-là, plus de détresse empathique. Et je pense que cette différence qu'on voit entre les experts et les novices, à mon sens, ça peut être comprise comme à mon sens, une plus grande capacité en fait à s'ouvrir à la souffrance, et donc ils ont une capacité à gérer plus facilement ces situations de détresse empathique. Et c'est aussi consistant avec ce que je vous ai montré au début de la présentation, que lorsque les gens font cette pratique de pleine conscience, on voit que, parce qu'ils sont plus ouverts à l'expérience, on voit que ce réseau de la science est plus ouvert. Donc ça suggérerait, à mon sens, qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Lorsque vous cultivez cette technique de méditation, vous apprenez d'une part à être plus ouvert aux expériences négatives, ce qui pourrait augmenter en fait la science de l'expérience, mais vous développez aussi une capacité à pouvoir gérer ce stress. Et ça se couple. Et après, il y a d'autres réseaux qui vont être impliqués plutôt dans la réponse compassionnée, dans la réponse compassionnée. Donc cette interaction entre compassion et pleine conscience n'est pas encore bien comprise, mais je pense que ça serait un sujet futur de recherche. Et pour résumer un petit peu, je vais montrer que
deux types de méditation. Méditation dite de pleine conscience qui se comprend comme étant une ouverture expérientielle et non réactive à la sensation de douleur, qui est couplée en fait aussi avec une diffusion cognitive des processus d'exagération et des ruminations. Et donc ça, c'est un mécanisme d'action pour la douleur. Et après, je vais montrer que il y a une autre technique de méditation qui est méditation sur la compassion et la bienveillance, qui se comprend dans le contexte des réponses empathiques et qui pourrait permettre en fait une réinterprétation de la douleur des autres en engageant d'autres réseaux impliqués dans l'affiliation, les émotions positives et la récompense. Et je vais montrer quelques données qui suggèrent qu'il y a un effet de ces pratiques sur la santé physique, notamment en inflammation. Et voilà. Et dans le futur, il va falloir un peu mieux comprendre la spécificité de chacune de ces techniques et comment est-ce qu'elles interagissent. Voilà, j'ai juste le temps pour quelques questions. Merci. Merci beaucoup Antoine pour ce survol très très complet. Je vois une question, je vois deux questions. Celle-ci était la première, je vois une troisième. Voilà, 1, 2, 3. Je commence. Merci. Quelle est la différence entre la bienveillance, la compassion et l'empathie ? Oui, alors l'empathie, c'est simplement la capacité à ressentir les émotions des autres. Oui. Ça, c'était là. Ah, bon, j'ai plus de diapo. Alors que la compassion, c'est à partir de ce ressenti empathique que vous avez de la sympathie pour ça. Vous êtes capable de sentir que l'autre est en train de souffrir. Et vous avez une aspiration une fois que vous comprenez l'autre, vous avez en plus cette aspiration à vous engager pour aider la souffrance de l'autre. Et alors la bienveillance, oui, c'est simplement la disposition que l'on a une bienveillance que l'on a auprès des autres. Et souvent, ces techniques de bienveillance et de compassion sont pratiquées ensemble, et en fonction du contexte, ça va soit s'exprimer sous forme de compassion, c'est-à-dire vous allez aspirer à aider l'autre, ou bien simplement vous réjouir simplement de la bonté pour l'autre. Donc théoriquement, c'est supposé être les mêmes capacités qui va s'exprimer différemment en fonction du contexte. D'accord. Louis. Très bien, il y avait une question là. Merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais juste demander, quand vous avez, au niveau de la recherche qui a été présentée, je ne sais pas si vous avez fait vous-même des travaux là-dessus, mais quel affect négatif précisément a été regardé? Le stress, les catastrophes. Vous avez parlé de plusieurs, mais vous mettez... En fait vous parlez de la manière dont ça a été opérationnalisé, c'est ça? Ah oui, quel affect a été ciblé? Parce que vous avez mis tout sur le titre de la souffrance, mais en fait, et puis vous avez parlé de douleur. Je voulais juste savoir... Oui, en fait donc la première partie de l'exposé, c'était plutôt sur la nociception. C'était les 3 études que j'ai citées. Ça a utilisé chaque fois la douleur physique induite par la nociception. Donc c'est les sensations de douleur thermique. Et les autres que j'ai présentés ensuite, c'était un stress social, c'est plutôt la douleur sociale. Et la dernière étude que j'ai montrée, c'était plutôt des stimuli, des audios, qui étaient soit avec une valence neutre, une valence positive, ou une valence négative. Pardon ? C'était des petites audios. Oui, bonjour. Je me réjouis énormément de vous entendre aujourd'hui. Donc voilà, j'avais envie de partager ma grande joie. Je suis atteinte de CEP. J'ai la chance d'être suivie par la Fondation Rothschild et par la Pitié-Salpêtrière. J'ai la chance de suivre j'ai le droit à de la réflexologie à la Fondation Rothschild et franchement, je remercie à chaque fois que j'y ai le droit.
Hier, j'ai eu aussi la chance de rencontrer Christophe Vendré, qui m'a dit qu'il donnait des cours de méditation à Sainte-Anne. Ouais. Mais il se trouve qu'à Sainte-Anne, enfin en tout cas, je crois, il n'y a pas la CEP. Donc, je voulais savoir si vous pouviez m'indiquer un hôpital où il était possible de suivre des cours de méditation, sachant que j'ai déjà eu la chance d'en suivre des cours de méditation et que, par exemple, j'ai eu la chance d'aller voir Frédéric Midal et j'ai eu peut-être la bêtise de poser une question sur les douleurs et il a évacué ça très très rapidement. Donc je préférerais vraiment avoir la chance de faire de la méditation dans un cadre où les gens savent que quand on parle de douleur, c'est possible et c'est pas mal de répondre à comment gérer cette douleur quand on médite, etc., etc. Donc voilà, ma question est, est-ce qu'il existe des hôpitaux où il est possible d'aller pour suivre des cours de méditation avec des gens qui savent de quoi on parle? Merci beaucoup. Alors, c'est une question simple. Mais moi, je pense que si, sur Paris, en fait, je pense à Christophe Vendré, qui connaîtrait le mieux les programmes qui sont en cours. Lui travaille plutôt sur l'anxiété, je crois, et la dépression. Mais je pense qu'il connaîtra tous les chercheurs qui sont, les cliniciens qui peuvent vous aider, oui. C'est un peu un problème dans ce domaine, c'est qu'il y a, je pense, moi, je m'intéresse plutôt à la recherche fondamentale. Je mets juste en point maintenant des programmes pour les médecins et les infirmiers à Lyon, parce qu'il y en a qui m'ont contacté, donc je fais ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore en place beaucoup de programmes laïques qui sont disponibles pour le public. Et je crois que c'est un peu un problème parce je crois qu'il y a un grand intérêt du public, mais il n'y a pas encore suffisamment d'enseignants bien formés qui comprennent aussi bien les cliniciens que des enseignants de méditation. Donc il faut attendre, je pense que ça va émerger. Si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec la personne avec qui on travaille à Lyon, qui est Madame Belléoud, qui est médecin, qui travaille sur la douleur et la méditation. Voilà.